Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. What is a bus? What is a Guatemala? What is a bus? What is a Guatemala? Maëlys, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici au pavillon de la biodiversité. Quand on entre au musée de la Cour d'Or, habituellement, on a l'habitude de venir voir des collections gallo-romaines, médiévales, collections des beaux-arts. Et puis, on a tendance à oublier finalement que le musée, il regorge d'une collection d'histoire naturelle époustouflante qui fait que ce pavillon aujourd'hui voit le jour. Comment est-ce qu'il est né ce pavillon ? Alors c'est un projet unique en France qui a été inauguré au mois d'août dernier et donc on conserve au musée de la Cour d'Or 35 000 spécimens. C'est ça. Et le but c'était d'exposer une partie de la collection, donc on expose 400 spécimens sous l'angle de l'art aussi, du sensible avec un discours assez original et unique. Ouais, il n'avait que très rarement été révélé, ces spécimens dévoilés, finalement 35 000 espèces qui se trouvaient là dans les réserves, c'est assez fou. Donc les spécimens se trouvaient dans les réserves externalisées depuis 2014. Elles n'étaient plus exposées depuis une cinquantaine d'années. Il y a 3 grands mots d'ordre pour visiter ce lieu, c'est découvrir, comprendre et agir. Et agir, exactement. Donc on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va découvrir avec des pièces, des spécimens finalement qui ont été collectés à l'origine par qui ? D'où ça vient tout ça, cette collection ? Alors le premier nœud de la collection, il date de la Révolution française. Des révolutionnaires saisissent la collection du duc de Deux-Ponts. La dent de narval qui est juste ici provient de cette collection. Et en 1817, la mairie décide de créer un cabinet et Jean-Joseph Jacolandre devient le premier conservateur de ce cabinet. Il est représenté sur le portrait qu'on peut voir juste ici. Et des savants messins enrichissent la collection. On a des collectes locales, l'herbier qu'on expose de manière numérisée est d'origine locale. On a aussi des savants messins qui partent dans les colonies et qui reviennent avec des spécimens. Les conservateurs messins achètent à Paris des spécimens naturalisés. Ils échangent aussi des animaux avec d'autres muséums américains ou des muséums par exemple du Danemark. Notre grand pingouin vient du muséum du Danemark. Et on a des collectes par Jean-Joseph Jacolandre, le premier conservateur, et Alfred Malherbe, le deuxième conservateur. On a aussi des cadeaux diplomatiques. On a une émeraude qui est un cadeau diplomatique à la ville de Metz. Elle se trouve juste ici et elle est encore dans sa gangue de roches grises. Et donc l'émeraude est verte juste là. Il y a énormément d'émotions. Ah oui. À avoir joué les Indiana Jones au milieu de ces 35 000... Alors j'ai une anecdote, c'est qu'à un moment, mon ordinateur est tombé en panne parce que j'avais trop de poussière de mammouth sur mon clavier. Parce qu'à force de manipuler des fossiles de mammouth, en fait, ça fait de la poussière, c'est normal. Hein, on prend très soin de nos spécimens, mais en manipulant, c'est du fossile, c'est de la pierre. Et donc, mon clavier est tombé en panne, il s'est bloqué à cause de la poussière de mammouth. Ce qui me permet de dire aussi que les fossiles, ils ont été découverts principalement dans nos régions, surtout dans les années 1930, lors de grandes constructions de lignes de chemin de fer, de bâtiments, etc. On a des spécimens uniques au monde. La griffe dorée, qui a servi à Hollande à nommer l'espèce. Donc cette griffe dorée, elle est plus vieille que la Révolution française. Et la perruche de Malherbe, qui a servi aussi à nommer l'espèce. Donc ce sont des spécimens types. Le but était de revenir sur la fondation de cette collection, sur les espèces qui ont été découvertes par des conservateurs messins, et de donner
donner des préalables à la compréhension de la biodiversité, puisque c'est un mot assez récent. On traite dans cette première salle voilà, de comment on a réuni cette collection, du rôle pédagogique de cette collection, puisqu'elle servait aux enseignants à expliquer aux élèves les dangers, par exemple, de la sapère du peuplier qui ravage le bois, mais aussi l'effet bénéfique des abeilles dans les cultures. Et on revient sur la manière de conserver des plantes et des animaux morts, donc en fluide, à sec, en taxidermie. On a aussi des squelettes et on a une momie antique qui nous permet d'expliquer que de tout temps, on a conservé des animaux morts. Mais à l'époque, c'était évidemment à des fins spirituelles. Dans la suite de la visite, on est accueillis sous l'œil bienveillant de Jean-Joseph Jacques Hollandre. Donc c'est son portrait et on voit son meuble à papillons. Les spécialistes appellent les papillons les lépidoptères. Donc il s'agit du meuble qui a été offert par la veuve de Hollandre en 1867 au musée avec les papillons d'origine qui se trouvent dans le meuble. Et donc là, le visiteur est vraiment en immersion dans un cabinet de travail avec les outils des naturalistes, des livres anciens, des boîtes à papillons, des outils comme le microscope, une boîte à herboriser. Et on voit là un ouvrage avec des annotations manuscrites. Et c'est l'ouvrage de Hollandre. Et pour l'anecdote, mes collègues de la bibliothèque documentation ont retrouvé l'ouvrage pendant le transfert de la bibliothèque du musée, parce qu'avant c'était la bibliothèque à la place du pavillon, et on ne savait pas qu'on conservait l'ouvrage avec les annotations de Hollandre inédites. Là, on arrive vraiment dans un espace absolument magnifique. La volonté du scénographe Arin von Meyer de l'agence Diverft, ça a été de travailler plutôt sur la courbe, sur le monde sauvage. Donc on est dans une architecture avec beaucoup de ronds et on immerge encore une fois le visiteur dans la découverte de la biodiversité avec un planisphère qui nous permet de revenir sur la diversité des écosystèmes. Ce cadre à papillons nous permet d'expliquer la diversité dans la grande famille des papillons et on revient sur la diversité génétique entre le chien et le loup. Vous avez ici une meute de loups qui vous surveille pendant toute la visite et le dernier là-bas c'est un chien-loup. Et il se trouve qu'on a des exemples d'espèces disparues lors des extinctions précédentes, c'est ça? Tout à fait, voilà. On a des spécimens qui se sont éteints pendant les temps géologiques. Donc vous avez face à vous un tronc d'arbre qui a 300 millions d'années, un tronc de calamite, et il date d'une époque où la Lorraine était une vaste forêt tropicale, ce qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, et un crâne d'ichthyosaure qui a été découvert près de Pagny-sur-Moselle, et pareil, il date d'un temps où la Lorraine était une vaste mer. Voilà. Donc ce sont ici des espèces dont l'extinction n'est pas due à l'homme, ce qui nous permet d'introduire la notion de sixième extinction de masse et le rôle de l'homme dans l'extinction de certaines espèces et la menace sur des animaux. Le visiteur, il voit son reflet, puisqu'il y a des colonnes miroirs, au travers des espèces qui sont éteintes ou fortement menacées, et des petites vidéos reviennent sur les causes de cette extinction, comme ici ça peut être l'urbanisation, on a aussi le braconnage, la déforestation. Donc le grand pingouin est notre star, c'est la star de l'exposition. Donc on l'a longtemps appelé à Metz le pingouin à lunettes, parce qu'il a deux taches blanches au niveau des yeux. Donc c'était pendant la période reproductrice, l'oiseau avait ces taches-là. Il y a 8 spécimens de cet oiseau dans les collections publiques françaises, et c'est une espèce qui est éteinte depuis 1844. Elle était incapable de voler, donc elle se chassait très facilement. Voilà, donc c'est un véritable témoin du rôle de l'homme dans l'extinction de ces espèces, puisqu'il a été chassé. On a aussi le courlis à bec grêle qui est juste ici, qui est un oiseau éteint depuis 2024. C'est la première extinction d'un oiseau sur le continent européen, et c'est la disparition de son état, de son milieu naturel qui a provoqué son extinction. Donc on a tout un tas d'oiseaux éteints ou menacés. Le pic à bec ivoire qui a été déclaré éteint en 2021, juste ici, qui n'avait pas été vu depuis très longtemps aux États-Unis. Il y a une espèce qui vous touche en particulier, vous? Alors beaucoup. Moi j'ai une obsession pour le mammouth.
depuis toute petite. Ici, on a une défense de mammouth qui a été découverte par mes collègues en 2022 à Cattenom, sous un soleil de plomb, en pleine canicule, au milieu d'un cimetière mérovingien. Mon collègue Guillaume Asselin me dit ici, Maëlys, il y a une défense de mammouth. C'est le tronçon dépassé de ça. C'est une toute petite défense. Et finalement, sous terre, on découvre une très grande défense. Voilà, donc mes collègues archéologues en ont pris soin. Elle a été restaurée et elle siège ici, elle trône dans cette vitrine. C'est un dépôt du service régional de l'archéologie. Maëlys, on l'a dit, vous avez dû faire une sélection parmi 35 000 espèces qui sont stockées où dans les réserves. Dans les réserves externalisées à la Maison de l'archéologie et du patrimoine. Vous pouvez nous y emmener? Oui, c'est parti. Et voilà, nous sommes dans la réserve humide du musée de la Cour d'Or. Ici, on est dans un lieu où on a les plus grands spécimens, puisqu'on a une belle hauteur sous plafond. Donc l'atmosphère est contrôlée. On l'appelle la petite réserve humide, puisque le climat est un peu plus humide pour mieux conserver la taxidermie, c'est important. On veille aussi à ce qu'il n'y ait pas d'insectes dangereux pour les collections. Et donc en réserve, on continue à étudier le fond. Ici, un plongeon imbrun, qui est un oiseau aquatique. Il est très intéressant, il est ancien, c'est une espèce assez rare et il a été offert au musée par Alfred Malherbe, le deuxième conservateur du cabinet. Il n'a pas été choisi pour l'exposition. Malgré son histoire, nous avons privilégié le grand pingouin, qui a aussi été acquis par le musée via Alfred Malherbe, parce que le grand pingouin était encore plus emblématique des menaces qui pèsent sur les espèces. À ma gauche, une lionne, une grande lionne, qui ne figure pas dans l'exposition puisqu'elle était trop grande pour la vitrine. Nous avions beaucoup d'espèces à présenter, donc nous avons dû faire des choix. On peut aussi voir dans les réserves des écureuils. On expose 5 écureuils dans le pavillon de la biodiversité, mais ceux-ci n'ont pas été retenus pour l'exposition. Et ce blaireau, qui est en posture assez agressive, et donc il n'a pas été retenu dans l'exposition parce qu'il renvoie dans sa taxidermie des années 1940 l'image d'un nuisible. Donc on ne voulait pas transmettre cette image-là d'une espèce qui a peur de l'homme et qui est craintive. Juste là, vous pouvez voir un très grand spécimen qui est très important pour la collection, l'esturgeon commun, qui a été pêché dans la Moselle à Sierck en 1835. Aujourd'hui, l'esturgeon ne vit plus dans nos rivières, il ne vit plus dans nos fleuves, si ce n'est dans les embouchures. Il a beaucoup de mal à revenir et donc c'est un bel exemple d'un patrimoine naturel qui s'est perdu. Donc on a des conservateurs messins qui collectent sur le territoire mais qui collectent aussi en voyage. On a aussi des animaux qui meurent dans des cirques de passage à Metz comme le tigre et le lionceau qui sont dans le pavillon de la biodiversité. Les conservateurs messins, ils achètent aussi des spécimens naturalisés à Paris. Paris se positionne assez rapidement comme une ville où il y a un commerce de la taxidermie, des animaux naturalisés. Et le Muséum national d'histoire naturelle offre aussi au musée de Metz des spécimens qu'il en double dans le courant du 19e siècle. Ces animaux, ils sont très importants parce qu'ils sont le témoin des menaces qui pèsent aujourd'hui sur leurs espèces à cause de l'homme. Ils sont des vecteurs d'émotion et c'est pour ça qu'ils sont exposés en partie dans le pavillon de la biodiversité. Ces espèces sont vraiment à protéger, comme le rappelait Jane Goodall, qui est décédée tout récemment et dont une interview est à retrouver dans l'exposition. Où est-ce qu'on va là? Là, on va dans la grande réserve du musée où on conserve tout un tas de choses. Beaucoup d'œuvres d'art, du mobilier ancien. Nous sommes sur la mezzanine des réserves du musée. Donc dans cette armoire sont conservés les pics, donc les oiseaux grimpeurs
étudiés par Alfred Malherbe et vous pouvez en retrouver une dizaine dans le pavillon de la biodiversité. Donc ces oiseaux sont très importants puisqu'ils ont été étudiés par le deuxième conservateur du musée qui a découvert beaucoup d'espèces. Donc ce pic par exemple a été étudié par Alfred Malherbe, c'est le pic de Mitchell et Alfred Malherbe a fait sa description dans sa monographie des Piscidés et on retrouve les annotations anciennes sous le pic. Ici, on a un spécimen en très mauvais état, le hamster d'Alsace. On en a 2 en collection et il mérite une restauration. Donc nous allons contacter la restauratrice pour s'en occuper tout bientôt. Il n'a pas été retenu dans le pavillon de la biodiversité parce que nous avions d'autres espèces à montrer, mais c'est un témoin de l'extinction critique, des menaces sur cette espèce actuellement dans la région. C'est un patrimoine très précieux et comme vous pouvez le voir, certaines taxidermies sont abîmées parce qu'elles ont 200 ans. Donc ça fait partie de l'histoire des collections naturelles, d'avoir des collections parfois qui s'abîment avec le temps. Et donc nous faisons appel à des restaurateurs pour qu'elles soient plus présentables et pour mieux les conserver. Dans les réserves, nous avons une collection de poissons naturalisés. Ils ont été étudiés par une chercheuse qui s'appelle Clémence Nallet. C'est assez rare d'avoir une collection d'ichtyotaxidermie, c'est le nom de cette discipline. Et c'est très difficile de conserver des poissons naturalisés. Poursuivons la découverte. Là, on se prépare à l'ascension vers les moyennes montagnes. Pour l'instant, on est dans les eaux dormantes de Lorraine. Les pupitres, ce sont des espaces où on approfondit davantage sur les milieux et on présente les insectes. Pour les plantes, on a fait des gravures, donc des personnes malvoyantes peuvent s'approprier le dessin. Et nous avons des boîtes tactiles, si vous voulez toucher la chèvre. Alors l'anecdote ici, c'est que le bouc il sent fort parce que c'est une taxidermie qu'on allait récupérer au mois d'avril et c'est un bouc qui est mort à la pépinière de Nancy. D'accord. Voilà, qui était tout jeune. Il est mort d'une méningite et donc on a encore l'odeur du bouc dans les narines. Et ces vidéos qui ont été tournées pour le pavillon par un caméraman éminemment spécialisé et des sons. Le son, on est en immersion totale. Là, C'est vous ça êtes qui dans la est, nature. ouais. Le but, c'est de voir les animaux avec différents points de vue. Un point de vue depuis la rampe, un point de vue depuis la deuxième partie de la salle. Cette loutre, elle est importante. Elle a été pêchée dans la Moselle en 1904. C'est une espèce qui a beaucoup de mal à revenir dans cette rivière. Nous, ce qu'on voulait valoriser, c'était la richesse des milieux naturels lorrains, le fait que beaucoup d'espèces soient protégées et aussi ces écosystèmes qui sont très importants. Voilà, donc là, on a la petite famille de sangliers. Donc, pour l'anecdote, j'ai dû m'allonger entre le sanglier, le marcassin et le blaireau pour mettre la mousse et les plantes. Et vous avez ici des espèces locales avec un grand mur qui est une vision d'observateur. Et il y a un intrus, une espèce qui n'est pas locale. Et donc on laissera les visiteurs venir découvrir quelle espèce est l'intrus. Bon, bah, je vais rester là pour essayer de trouver.
On peut sentir les odeurs ici des animaux et des plantes de nos régions et donc l'odeur du petit marcassin. Par la disparition de quelles espèces vous avez été Alors préoccupée la notamment pie-grièche dont je vous parlais, le courlis à bec grêle, voilà. On avait un texte où on disait qu'il était fortement menacé et le jour où on a dû actualiser le texte pour dire qu'il était éteint, c'était assez choquant quand même. Ouais. Le lynx aussi, on a cherché un lynx longtemps parce qu'on n'en a pas en collection et donc le Muséum de Troyes nous en a prêté un, mais c'était aussi très intéressant de chercher un lynx dans les collections d'autres muséums et on se disait que c'était une espèce encore rare dans nos régions, même si elle est de retour. Là, on a la chevêche d'Athéna dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un lien très fort évidemment avec les collections antiques du musée et les pie-grièches qui vivent dans nos régions. Ce sont des oiseaux menacés parce qu'elles plantent leur proie sur des fils barbelés qui ont tendance à disparaître à cause des open fields et leur nourriture disparaît à cause des insecticides. Donc voilà, il y a ce double phénomène qui menace l'espèce. On arrive tout doucement dans la partie agir et le but est de pousser le visiteur à l'action en étant assez subtil. Donc on a des grandes dates de protection de la biodiversité et des témoignages de scientifiques, de militants et de citoyens. Finalement, c'est aussi l'idée peut-être de nous reconnecter aussi vraiment à la nature, à cette époque où on est extrêmement connecté à nos écrans, smartphones, téléviseurs, etc. Là, on prend un grand bain de nature et peut-être revenir à l'essentiel. En plein cœur de ville. C'est ça, en plein cœur de ville. Et puis il y a quelque chose de vital aussi, puisque sans toutes ces espèces, sans la biodiversité, la prochaine extinction, ça pourrait être nous. Voilà, exactement. Et l'idée aussi, c'est d'amener à l'amour de la biodiversité, à la connaissance, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et je suis convaincue que le fait d'aimer quelque chose nous pousse à protéger les animaux et les plantes. La fin de l'exposition, elle porte sur une incitation à mettre le nez dehors. On pousse les visiteurs à découvrir la biodiversité par eux-mêmes. Et donc, on a une table tactile où on peut générer son parcours et mettre en favori des lieux à découvrir. Donc, allez-y, je vous en prie. Alors, on a 45 lieux à découvrir. Vélorail Vigie, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors, je l'ajoute à mon parcours. C'est ça. Et ensuite, vous pouvez le récupérer et on a chez soi la liste des lieux qu'on a mis en favori sur son téléphone portable. Et on retrouve des oiseaux à découvrir sur le territoire. Donc pour certains, c'est très facile comme le moineau, le pigeon et le merle. Et pour d'autres, c'est plus compliqué, donc comme le faucon voilà, qui niche à Metz. Il niche à Metz. Il niche sur la cathédrale. Il est aussi présent à Montigny-les-Metz. Et on clôt cette balade. Clôture cette balade sur cette photo de Vincent Munier, comme vous le disiez, celle qui ouvre la visite et puis qui la clôt. Donc on cherchait vraiment une œuvre qui soit compréhensible à l'entrée et à la sortie de l'exposition et on est vraiment happé par le regard du cerf qui nous interpelle et qui nous demande qu'est-ce que tu fais toi pour protéger la biodiversité après avoir vu tout ça. Merci beaucoup pour cette Merci à vous. Belle visite. Oui. On rappelle que donc l'entrée du musée est gratuite. Gratuite, il faut venir nombreux. Aucune excuse pour ne pas me dire ici. Battons le record de fréquentation ensemble, aucune excuse. Voilà. Quand il fera pluvieux, maussade et froid, venez au musée de la Cour d'Or, c'est chauffé. Il y a une très belle exposition à découvrir. Et voilà, donc plus de 400 espèces là, qui sont là, qui s'exposent. Qui n'attendent que vous. Et un ouvrage de 96 pages aussi. Oui, tout à fait. Un catalogue d'exposition. Ça n'était pas arrivé depuis 1857. C'est le premier catalogue et il est en couleur. Et voilà, en plus, vous allez pouvoir faire un cadeau en passage pour vous ou pour vos proches. C'est ça. Et puis surtout, prenez soin de la planète et du vivant. Oui. Bon, moi, je vais aller refaire la balade parce que c'est tellement foisonnant d'informations et tellement beau que je vais m'en délecter à nouveau. D'accord, je veux juste rappeler une chose, c'est que la collecte du mécénat, elle est toujours en cours. Oui. Et pour les personnes qui veulent faire un don sur la plateforme de la Fondation du patrimoine, ça nous permettra d'approfondir les restaurations, la médiation et de poursuivre encore et d'améliorer certaines choses. Donc n'hésitez pas à faire un don sur la plateforme. Faire preuve de générosité. Merci encore Maëlys. Merci. Allez, moi je file. Bonne visite.
Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.